Bienvenue à tous à ce 175e lunch immobilier. Très content d'être avec vous de retour, en fait, parce que Jean-Pierre m'a remplacé d'une main de maître depuis 3 semaines. Donc, on est de retour. Et Jean-Philippe, merci pour les 3 semaines que tu as fait avec Jean-Pierre. Merci également à Mehdi, à la régie, à Ariane, à Sandra, à Eric qui rendent possible cet autre épisode des lunchs. Donc, on est toujours là pour vous donner de la valeur et redonner. Et c'est ce qu'on fait encore une fois ce midi. Donc, Jean-Philippe, qui va être avec moi, évidemment. Donc, ça a bien été en fin de semaine? Yes, très belle fin de semaine. Je suis allé faire un tour à l'île aux Coudres. J'ai visité la belle région de Charlevoix pour faire une belle marche, le Don du Tour. On fait le tour à la pied de l'île aux Coudres. J'ai fait ça avec ma conjointe Catherine. J'ai adoré ça. C'était vraiment une super belle expérience. Puis, ouais, encore une fois, belle région, Charlevoix. Fait que j'ai passé une super belle fin de semaine, toi? Je suis allé faire une montagne avec Charles-André vendredi et je suis allé faire une autre montagne en famille hier avec la fille Alice, mon gendre et les 3 petits-enfants. Donc, ressourçant et on est d'attaque. On est d'attaque. Donc, avant de vous présenter les tirages qu'on va faire tirer à la fin, on va introduire notre invité, nul autre que M. Jacques Lépine, fondateur du club, auteur, investisseur. Jacques, est-ce que tu es là? Oui, bonjour tout le monde. Je suis avec plaisir avec vous à ce lunch immobilier. Alors, j'espère que mes sujets vous interpelleront et vous intéresseront. Je n'ai aucun doute là-dessus. On va parler de quoi, Jacques, principalement? L'évolution du financement au cours des années. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de changements depuis 1983, l'année où j'ai débuté. C'est totalement 2 mondes de différence, ou 3 mondes de différence, peut-être même 4. Jacques. Oui. Financement. Peux-tu nous faire un petit topo un peu? Tu nous parlais de 3-4 mondes différents, mais comment ça s'est passé le financement dans son ensemble pour arriver à maintenant et peut-être qu'on poursuivra dans le futur, c'est une boule de cristal. Oui, d'accord. Alors, si on recule dans le temps, ça ne me rajeunit pas, mais en 1983, l'année où j'ai débuté, le financement était extrêmement facile comparé à ce qu'on vit aujourd'hui. Facile dans le sens que j'ai acheté énormément d'immeubles financés à 100% et proposés par l'institution financière. Alors déjà là, c'est un autre monde d'aujourd'hui. Et chemin faisant, bien sûr, tout le reste était comparable, mais le financement, je l'avoue, était beaucoup plus facile que ça l'est aujourd'hui. Mais lorsqu'est arrivé l'éclatement de la bulle immobilière en 1991, les institutions financières ont réalisé qu'il leur manquait des données pour faire l'analyse de façon convenable et compétente avant d'accorder des prêts. Donc, elles ont rajouté des ratios de couverture de la dette. Elles ont rajouté le plus bas entre le prix payé et la valeur économique. Mais avant tout, ils ont rajouté la valeur économique qui n'existait pas à ce moment-là, tout au moins dans le petit immeuble. Donc, en rajoutant ces 3 critères-là, automatiquement, on resserrait la vis pour l'accessibilité à l'investissement immobilier. Et lorsqu'on est arrivé aujourd'hui dans les années 2020, avec la pandémie et tout ce qui s'en est suivi, la crise qui s'en est suivie, bien sûr, les banques ont été encore plus conservatrices. Elles ont fait encore plus attention, elles ont appliqué encore plus leur calcul, leur réglementation. Et elles se sont assises complètement sur le programme de la SCHL, la PH Select. Et elles sont dans un confort actuel, comme vous qualifiez, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un confort absolu. Et je comprends très bien, moi, étant prêteur privé, avoir la même opportunité que les banques ont de faire des prêts garantis à 100% par le gouvernement. Et en plus, avec ce programme APH Select, on pouvait financer jusqu'à 95%, amorti à la limite jusqu'à 50 ans, parce qu'on se qualifiait au parfait au plus haut du programme. Alors, imaginez l'aisance d'une banque. La conséquence, c'est que les banques n'accordent presque plus de prêts conventionnels et elles réfèrent tous les clients, ou presque tous les clients, à SCHL, tout au moins, si ce n'est pas la PHLF, au moins à la SCHL. Donc, la conséquence de ça, les banques sont encore plus conservatrices. Les délais de financement, c'est absolument phénoménal, le temps que ça peut prendre. À partir du moment où on fait une application et qu'on reçoit le certificat, il va se passer un 4 à 5 mois. Ensuite de ça, il faut envoyer ça à l'institution financière, un autre 2 à 3 semaines. Il faut envoyer ça au notaire, un autre 2 à 3 semaines. On est rendu presque à 6 mois à partir du moment où on fait une demande de financement pour obtenir
de débourser. Alors, il va sans dire que ça change toute la donne partout. Là. 6 mois, imagine, les vendeurs, ils ont hâte de vendre, mais c'est sûr qu'ils ne seront pas payés avant 5 à 6 mois. Et aussi, ça les rend plus craintifs avant de refuser une offre d'achat parce que si je manque lui, il va toujours recommencer le processus au complet. Donc, ils vont s'assurer le plus possible que les clients vont se qualifier. Et après ça, on attend. Il faut juste attendre. Fait que, voyez-vous, je vous ai donné 3 situations où il y a 3 mondes de différence entre le début, où on était en prêt conventionnel, la CHL existait, mais beaucoup moins présente sur les petits immeubles. Elle était présente peut-être sur de gros immeubles et le résidentiel, mais sur les petits immeubles, elle n'était pas beaucoup présente. Et il y a eu des fluctuations des taux d'intérêt aussi. Je le dis souvent lorsque je parle en public. J'ai acheté en 1984 des immeubles à 24 % et les institutions financières couraient après moi pour me vendre des immeubles qu'ils avaient repris et ils m'offraient de les financer à 100 %. Ils nous avaient fait, nous, une offre et puis on va te financer à 100 %. Alors, il y a peu de chances que ça se produise aujourd'hui. Très, très peu de chances. Alors, moi, j'en ai profité à ce moment-là pour en acheter le plus possible. Et dans ma tête de débutant, je me disais, ça ne se peut pas, le Canada va faire faillite à un taux d'intérêt de même. Puis dans ma tête, c'est impossible que le Canada fasse faillite. Sans données scientifiques, sans données économiques, c'était mon raisonnement de débutant en investissement immobilier. Le temps m'a donné raison parce qu'un an plus tard, le taux d'intérêt est parti de 24 à 8 %. Alors, imaginez-vous la valeur des immeubles lorsque le taux d'intérêt baisse de tant que ça. Donc, mes immeubles ont triplé de valeur, ce qui m'a permis de refinancer et d'aller chercher du comptant pour continuer ma progression dans l'investissement immobilier. Mais aujourd'hui, la section financement, écoute, moi-même, j'ai moins d'immeubles qu'avant, mais je trouve ça tellement pénible. Là, on travaille sur une transaction à Granby pour financer 35 unités qu'on veut convertir en condo, mais avec assumation d'hypothèque, minimum 2 mois pour assumation d'hypothèque. Ils ont déjà le dossier en main, ça. Le vendeur demeure caution. En plus, 2 mois, juste la paperasse de l'institution financière, je ne la nommerai pas pour ne pas dénigrer personne, mais c'est extrêmement lourd. Parce que là, on lui donne tout en main, on dit OK, parfois on a tout en main, on met ça sur la pile parce qu'on a d'autres dossiers. Et là, tu fais quoi? T'attends, on est supposé notarier le 4 novembre, on a déjà donné le 100 % du comptant, on a donné 1 350 000 de cash. Et là, on attend pour la transaction que l'institution financière fasse la demande à la CHL, imagine-toi. Alors, c'est totalement un univers totalement différent de ce que c'était au début. Mais même si on chiale, même si on critique, il faut s'adapter, il faut travailler en fonction de ce qu'on a aujourd'hui. Et je connais très bien Jean-Claude. Jean-Philippe est un de nos clients qui performe très, très bien. Alors, on s'adapte à tout ça. C'est plus long, on sait, tout le monde le sait. Donc, on prend notre mal en patience, puis la vie continue et le financement continue de bonne façon. Un point, Jacques, en plus, ça ne va pas pour s'améliorer. En fait, j'avais des discussions avec les courtiers hypothécaires qui soumettent des dossiers à CHL. Fut un temps où est-ce que le courtier soumettait au nom d'une institution, ensuite pouvait signer une lettre de j'ai oublié le nom, j'ai un blanc. Une lettre de... Pardon? Non, pas rachat. Mais c'est pas une résiliation, c'est pas le terme exact, mais relâcher une reliance letter en anglais. Donc, il relâchait le prêteur, re-signait avec un autre prêteur. La SCHL ne veut plus ça. Donc là, on doit passer par l'institution. Fait que le courtier hypothécaire, on doit faire le shopping avant. On donne au directeur de banque qui lui soumet. Fait que là, les banques là, l'autre vient faire toc comme ça. Fait que déjà qu'on avait un gros délai dans les institutions financières, depuis début septembre, ça ne s'améliorera pas. Puis on le voit, on le sent, on a l'écho aussi des directeurs de banque qui sont pris avec ça, alors qu'auparavant, au moins, le courtier faisait le travail. Là, le directeur de banque. En tout cas, j'ai hâte de voir si ça va s'ajuster, mais on vient de rajouter un sacré délai et une sacrée charge au directeur de banque là, et de caisse. Ben, je crois que le gouvernement avec la CHL va être obligé de modifier un peu parce que ça ne tient plus la route que les banques soient si confortables que ça. Alors, il faut absolument que ce programme-là tire à sa fin, tout au moins soit modifié ou amélioré pour rendre les banques un peu moins confortables et qu'elles commencent à redevenir de vraies banques et faire des prêts. Elles ont le droit d'aller en prêt conventionnel à 80 % alors qu'elles redeviennent en prêt conventionnel. Donc, actuellement,
le finance pour 55-60 %. C'est un non-sens selon moi. Oui. Et ce non-sens-là est créé par la sécurité que la SCHL leur apporte. Mais, ceci étant dit, moi, je rencontre beaucoup de gens en faisant du financement et en étant présent dans le club comme formateur. Et lorsque des étrangers arrivent ici, c'est le paradis terrestre pour eux. Du point de vue finance, c'est du jamais vu pour eux. Parce que le financement, il y a encore un lors d'un coaching qui vient du Congo, la République démocratique du Congo. Il disait que dans ce pays-là, pour acheter, c'est cash. C'est comptant, le plein montant. Le seul montant où tu peux avoir un financement, c'est lorsque tu es déjà propriétaire. Là, on va t'accorder jusqu'à 50 % et si tu as un bon crédit, des bons revenus. Alors, lui, il arrive ici, c'est le paradis, c'est l'Éden au complet parce que c'est tellement facile d'avoir du crédit ici, même si nous, on a vécu mieux, plus rapidement, mais il reste qu'on a un système bancaire à toute épreuve. Il est très solide. Nos banques sont. On a le meilleur système bancaire au monde, tant qu'à moi. Nos banques sont solides. Les gestionnaires sont prudents. D'un côté, je suis content parce qu'ils gèrent notre argent aussi. Mais il faut aller dans les vieux pays ou dans d'autres pays pour constater que ici, en Amérique du Nord, tout au moins le Canada, c'est encore mieux qu'aux États-Unis. J'ai des financements aux États-Unis, mais ce n'est pas aussi simple, aussi facile qu'ici. C'est complètement différent. C'est d'autres systèmes. Quoique ça se rapproche de nous autres, mais le Canada, actuellement, c'est numéro 1 du point de vue financement. Alors, il faut juste qu'on s'adapte. Ils ont eu peur. Le programme de la SCHL, je ne le dénigre pas totalement parce que s'ils n'avaient pas eu leur PH Select, je vous jure qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dégringolé. Parce que, vous savez, les investisseurs, j'ai eu cette piqûre moi-même, c'est acheter, acheter, acheter. Cette maladie d'acheter sans arrêt et rapidement afin d'avoir le plus grand nombre de portes possible sans se soucier nécessairement de la qualité de la gestion. Alors, c'est le contraire qu'il faut faire. Mais à cause de ce programme-là, il y en a plusieurs qui se sont assis, eux autres aussi, sur cette sécurité que le PHCF leur a donnée en finançant au maximum. Tout au moins, ça permettait de préserver ou de garder le parc immobilier qu'ils avaient construit très rapidement. Et on verra plus tard lorsque le marché sera en évolution. Ou ce que j'en avais contre ce programme-là, c'est qu'écoute, amortir un immeuble sur 50 ans, tu n'as plus de capitalisation. Hein, c'est tellement long. Ensuite, financer à 95 %, tu n'as plus de cash flow non plus. Et la plus-value était pratiquement inexistante parce qu'on demande de respecter le taux d'augmentation proposé par le TAL, vous savez, le fameux TAL. Et alors à ce moment-là, on fait du surplace en espérant que tout surplace. Et ça a permis de sauver beaucoup de gens d'une crise économique ou d'un marasme économique où ils risquaient de tout perdre. Est-ce que je me permets une question, Yvan? Oui, parce que là, je vais dire, il n'y a pas de question, avec vas-y. Les gens sont extrêmement patients. Patients dans les questions, je voulais dire, mais en fait, le problème avec le conventionnel, évidemment, je n'ai pas autant d'expérience que toi, Jacques. Ça fait 14-13 ans que je suis dans l'immobilier. Au départ, on se posait la question conventionnel SCHL, conventionnel SCHL. Mais là, le problème est que le conventionnel avec des amortissements de 25 ans devient quasiment impossible à financer avec les prix actuels. Le marché s'est réajusté. Est-ce qu'il va y avoir un désir des conventionnels d'étirer un peu cet amortissement-là? Je sais qu'on a du 30 ans dans certaines conditions, mais il va falloir que ça s'étire un petit peu. Sinon, c'est sûr que la SCHL va gagner toutes les bits de financement. Les banques devront changer leur façon de faire aussi. D'autant plus, c'est encore plus payant pour eux autres. Plus ils étirent l'élastique, plus c'est long à rembourser un prêt, plus ils vont toucher d'intérêt. Donc, selon moi, c'est inévitable que les banques vont s'ajuster. Les banques, ils ne peuvent pas faire grand-chose, dans le sens qu'ils sont morts de rire. C'est assuré par le gouvernement, fait qu'ils n'ont pas intérêt à l'étirer non plus. Il faut que le gouvernement change son programme APH Select. Oui, il va falloir que c'est le CHL qui a la solution entre les mains, en faisant ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire en régularisant ce qu'il y a à régulariser. Et je pense que ça va venir aussi. On a sauvé une crise. Où je lève mon chapeau, c'est qu'ils savaient, le CHL, le gouvernement savait la crise qui s'en venait. On l'avait prévu. C'est arrivé avec la pandémie, mais on avait prévu une crise économique. Les deux sont arrivés en même temps. Et ils avaient le choix de prendre leurs réserves pour rembourser les banques ou prendre le même montant et assouplir les règles et donner
plus de souplesse à tous les investisseurs immobiliers. Alors, ils ont choisi ce plan-là. Je pense que ça a été très, très bon parce que ça a sauvé des reprises bancaires. Et personne ne voulait revivre ce qui s'est passé en 1991 où les banques se sont ramassées avec un inventaire immobilier sans précédent. Écoutez, du jour au lendemain, la valeur des immeubles a diminué de 50 parce que la demande n'était plus là. Et il y avait une petite crise ascendante quelques années avant où tout le monde achetait des immeubles puis leur vendait 3 mois plus tard avec un profit sans se soucier de la valeur économique, sans se soucier du cash flow. Il y avait tellement de demandes que tout le monde achetait des immeubles. Et ils se sont fait prendre. Les derniers se sont fait prendre parce que du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui voulait en acheter. Et les immeubles ont baissé de 50 en quelques mois. Et les gens arrivaient aux banques avec les clés. Les banques ont fait des erreurs là aussi. Arrivaient à des renouvellements d'hypothèques. Et là, au lieu d'assouplir les règles ou d'aider les clients, ils ont dit non, il faut que tu ailles en réinvestissement, en rappel de capital. C'est-à-dire, si tu veux garder la même hypothèque, je ne peux plus te donner le même solde hypothécaire, il faut que tu rembourses une partie. Alors, les gens ont pris tout simplement leurs clés, ils les ont données aux banquiers. Voici, je ne peux rien faire de plus, et amusez-vous avec mes immeubles. Je ne peux plus rien faire. Fait que les banques n'ont jamais voulu revivre ça, ni la SCHL. Donc, ils ont prévu le coup en changeant les règles, comme je vous disais au début, et en arrivant avec ce programme APH Select. Ben là, les règles sont vraiment bonnes parce qu'il n'y a pas de reprise. D'après moi, il n'y a pas de reprise dans le multilogement. Là, la SCHL est morte de rire, elle collecte des primes, sans avoir de prêts à rembourser. Exact. Les coffres sont pleins, mais qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ça? Est-ce qu'il va prendre l'argent de la SCHL pour envoyer au conseil? Autre chose, ils vont détourner des fonds légalement. Je ne sais pas. Mais effectivement, les coffres de la SCHL doivent être pleins parce qu'il n'y a pas beaucoup de reprises. Puis, il n'y en aura pas beaucoup non plus. La demande est tellement forte et ça ne cessera pas non plus avec toute cette immigration mal planifiée. Mais à un moment donné, on va régulariser la situation. Et puis, il va y avoir de la construction. Et ces gens-là, à raison de 500 000 par année, on les met où? Là? On n'a pas de place. On est déjà en crise du logement. On n'a pas les infrastructures qu'il faut. Les hôpitaux sont pleins. Le système de santé déborde. Le système éducatif déborde. Le système routier ne suffit plus. Alors, ça va être un boom économique sans précédent dans les prochaines années. Lorsqu'on va reprendre le contrôle de tout ça, effectivement, ils vont arriver avec des solutions. Je ne sais pas pourquoi il n'y aura pas aucune solution. Je ne peux pas laisser rentrer du monde au pays sans avoir une place pour les loger. C'est une évidence même. Alors, c'est sûr que là, d'après moi, on va aller en élection avant la fin du terme, avec ce qui se passe en politique fédérale. Et je suis toujours persuadé qu'on va vouloir avoir des votes. Et pour avoir des votes, ça prend des décisions populaires. Et la décision populaire, il faut loger ce monde-là. Pour garder notre système qu'on s'est doté, tout ce qu'on s'est doté de bénéfices sociaux, ça prend des revenus. Ça prend du monde pour apporter des revenus. Donc, on n'a pas le choix. On a arrêté de se reproduire. Donc, il faut des gens qui arrivent ici et qui vont se reproduire. La population va augmenter, les services et tout ce qui s'en vient. Il y a une économie totale à partir de cette immigration-là qui va se créer au Canada. Jacques, on a une question de Mélanie Caron qui, en fait, pose la question aux prêteurs privés cette fois-ci. En général, quels sont les critères de financement privé en matière de taux d'intérêt, durée, etc.? En ce qui te concerne. En ce qui me concerne, nous, le taux d'intérêt est de 15 3 de frais de dossier, payables mensuellement, les intérêts seulement. Ce sont tous des prêts de 12 mois remboursables en tout temps, sans pénalité. La plupart des prêteurs privés vont mettre 6 mois minimum, avec 3 mois de pénalité si tu rembourses avant terme. Nous, on a éliminé ça totalement. Et les critères ne sont à peu près les mêmes qu'une banque. On analyse le dossier comme si on était pour reprendre l'immeuble. Mais à ça, nous, on rajoute, est-ce que j'achèterais cet immeuble-là? Si j'achèterais cet immeuble-là, d'accord, je vais accorder le prêt, mais si je ne l'achèterais pas pour moi, je n'accorderais pas de prêt. Donc, on est très, très prudent sur ce côté-là et ça nous réussit très bien. Puis, les gens viennent chez nous et on agit en quelque sorte comme conseiller aussi, parce que je leur dis bien, si je ne te finance pas, si je n'achèterais pas cet immeuble-là, et avec toute l'expérience que j'ai, si je ne l'achèterais pas, peut-être que tu ne devrais pas l'acheter toi-même. Alors, j'espère que je réponds à sa question.
Excellent. Jean-Philippe, je pense que tu as ciblé quelque chose d'autre pour Jacques? Oui, j'étais en train de lire Stéphane et Barbara. Les questions sont assez longues, là. Je vais essayer de les résumer. Je sais qu'on avait Eric et Danny. Là. On parlait d'APH Select, les règles qui changent. Si je peux y aller avec mon petit grain de sel, on a vu les 2 changements se sont faits en juin, les 2 dernières fois. Il y a une grosse rencontre là, des têtes dirigeantes de la SCHL. Fait qu'est-ce qu'on attend dans les rumeurs de l'immobilier? Un changement maintenant, 0. Là. Il y a 0 de ça qui se discute pour l'instant. Est-ce qu'il va en avoir une autre en juin? Possible que ça change à ce niveau-là. Puis juste répéter aussi pour les gens qui écoutent APH Select, quand c'est 5 logements et plus, ça ne change rien pour le propriétaire occupant. Les règles sont les mêmes. Les règles ont toujours été les mêmes depuis le début. On parle vraiment comme multilogement, 5 logements et plus pour la SCHL au niveau de l'APH Select. Voilà. Fait que je ne sais pas si tu as eu le temps de lire les questions en même temps, Yvan, ou je me lance en même temps. Ouais, vas-y. Je suis en train de préparer des petites annonces. OK, parfait. Bon, ben, une question de Stéphane au niveau du refinancement. Il voudrait utiliser un collatéral. Le courtier semble d'accord avec. Il préfère ajouter le montant sur la prochaine hypothèque versus un collatéral. Je ne sais pas si tu as une suggestion, genre que tu achètes quelque chose d'autre. Est-ce que tu es mieux d'utiliser ta propriété en collatéral ou d'aller refinancer puis de racheter avec le refinancement? Ben, si dans un contexte d'expansion à long terme, tu es mieux de refinancer et d'aller chercher le maximum d'argent que tu peux pour acheter d'autres choses. Si tu donnes le collatéral en garantie, la banque va prendre le plein collatéral. Elle ne va pas prendre juste une petite partie, elle va prendre le plein collatéral. Ce qui peut te nuire parce que si tu as besoin de 100 000, tu as besoin de 100 000 sur cet immeuble-là, puis tu as 200 000 d'équité, ils vont prendre le 200 000 au complet. Alors, si tu refinances, au moins, tu vas avoir le 200 000, tu vas prendre 100 000 pour acheter ton immeuble, et il va quand même te rester un 100 000. Alors, c'est bien sûr, il faut analyser à chaque transaction. Mais de la façon dont je comprends la question, tu es mieux de refinancer et avoir le contrat que tu as besoin. OK. Intéressant. Rapidement, j'avais Nadine pour revenir sur les intérêts. Les prêts privés, le 3 %, c'est le coût d'analyse du dossier basé sur la valeur? C'est sur la valeur du prêt. Si on demande 100 000, c'est 3 % du 100 000. Sauf que nous autres, le 3 % on le charge seulement sur acceptation du dossier. Vous n'avez pas un sou à débourser avant. Si on vous accepte le dossier, on demande un dépôt de 500 qui sera déduit du 3 % à la transaction notariée. Donc, on ne vit pas de frais de dossier, sachant que les dossiers peuvent être refusés. Absolument. Alors, on a une base, tant qu'à nous, c'est la base que tout le monde devrait adopter, mais c'est pas comme ça. Nous autres, c'est comme ça. Et rapidement, il y avait Barbara sur une transaction là, au niveau des prix. Nous, ce qu'on voit, en fait, c'est vraiment un regain, un essor. Les gens avec les taux d'intérêt qui ont baissé, là, on sent revivre tout le monde. Là. Même dans les événements de réseautage, on le sent. C'est plus joyeux. Les taux d'intérêt ont baissé un petit peu plus. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça devient encore balancé au niveau des vendeurs. Car on a eu une petite période où est-ce qu'on a été égal, mais là, les vendeurs savent que les taux d'intérêt ont baissé. Il reste peut-être une toute petite fenêtre là, de jouer avec le taux directeur qui est encore élevé pour essayer d'avoir un poids, mais ça va encore rebasculer. En tout cas, ma prédiction, on est de simples pions dans toute cette équation. C'est ma simple prédiction. On est dans un monde où il y a beaucoup plus de compétences. Le fait que nous autres, on enseigne depuis 2001, ça fait 24 quelques années, là, 23 ans, bien sûr qu'on a créé des spécialistes sur le marché. Et ces spécialistes-là ont acheté des immeubles. Donc, ces spécialistes-là, et même le monde qui suit des cours, on est beaucoup plus informé sur les valeurs économiques des immeubles. Donc, c'est sûr qu'à chaque dollar, on n'arrête pas de le dire, à chaque dollar que tu vas chercher en revenu supplémentaire, tu vas chercher 25 fois en valeur ton immeuble. Le monde ne sont pas fous, hein? Qu'ils soient propriétaires nouveaux ou d'expérience, ils savent très bien que c'est de la négociation. On est plus conscient de la valeur de nos immeubles et on va essayer d'aller chercher le maximum possible. Alors, évidemment, on est un peu responsable de ça, d'avoir formé tant de gens, mais je suis très heureux de ça parce que tout le monde a le droit à la formation, tout le monde a le droit à la connaissance. Et nous, les Québécois, on s'est réveillés dans un marché qui était contrôlé par d'autres investisseurs, peu importe la nationalité, qui avaient des fonds. Donc, on a vulgarisé le tout, puis on a rendu ça accessible à tout le monde.
Et c'est encore accessible malgré les difficultés qu'on vous décrit. Il y a toujours moyen de contourner les choses légalement. Il y a toujours des zones grises dans le domaine du financement, dans le domaine de l'immobilier ou dans toutes les affaires. Donc, il faut identifier ces zones grises-là qui ne sont pas illégales et les utiliser tant aussi longtemps qu'ils vont nous laisser les utiliser. Bien sûr, il y a la fiscalité. Il y a des fiscalistes gouvernementaux qui veulent notre bien, comme je le dis souvent en joke, qui veulent notre bien, le gouvernement. Mais de notre côté, on a nos fiscalistes aussi qui veulent notre bien. Alors, c'est toujours une guerre entre les deux. Chacun va toujours chercher la faille. Lorsque le gouvernement trouve une faille, ils vont modifier les lois en conséquence ou les règlements. Et les fiscalistes privés vont chercher une autre faille que ce règlement de faille-là vient de régler, mais ça va créer une autre faille. Donc, c'est un combat perpétuel. Ça va toujours être un combat perpétuel. L'État va toujours vouloir avoir le plus d'argent possible et les investisseurs vont toujours vouloir payer le moins possible d'impôts. Mais quel est le juste milieu? Quelle est la balance dans tout ça? Bien sûr, comme là, on vient d'augmenter l'imposition sur le gain de capital. Bon. Tant qu'à moi, c'est la dernière chose à faire parce que tu étouffes l'investisseur. Si tu enlèves le goût à l'investisseur d'investir et de créer des emplois, de créer des entreprises, tu vas étouffer ton économie. On devrait agir beaucoup plus à l'inverse. Donne break aux entrepreneurs qui, eux, vont réinvestir davantage. Ils vont créer des emplois, puis on va avoir des impôts en bout de ligne pour tout le monde. Mais le gouvernement, je ne sais pas ce qu'ils prennent leur formation, leur connaissance, mais je suis en total désaccord avec toute leur politique de surtaxer les gens qui font vivre l'économie. En fait, je ne dénigre pas personne. Tout employé fait vivre l'économie parce qu'il paye des impôts. Mais il y en a, ceux qui ont l'entrepreneurship vont créer des emplois, vont créer des entreprises, vont exporter. Donc, on va créer des revenus par les taxes, par les impositions des sociétés et l'imposition des particuliers. Donc, selon moi, on fonctionne à l'envers. À quand ton retour en politique, Jacques? Jamais. Jamais, parce que la politique, j'ai fait un mandat au municipal, puis la déception, c'est de voir que tout est fait en fonction de la réélection du prochain mandat. Alors que tu es là pour donner un service à la population, mais oui, mais tu penses au prochain mandat et te faire réélire, donc tu vas chercher des mesures populaires qui vont t'aider à tirer des votes et non pas des mesures logiques. Et ça, ben, je m'en suis fouté. J'ai dit, moi, je suis là pour donner service à la population. Vous n'êtes pas content, foutez-moi à la porte au prochain mandat. Ils n'ont pas besoin de foutre à la porte, je ne me suis pas présenté. Peut-être que ça explique le pourquoi que de leur décision. Ils savent qu'il y a plus d'employés de classe moyenne que d'entrepreneurs. Oui, je reviens toujours à l'exemple de Mme Marois, le peu de temps qu'elle a été première ministre, et qu'elle dit on va taxer les riches. Quelle poudre aux yeux. Les riches, on va taxer les gens de 250 000 et plus. Comment est-ce qu'il y en a au Québec 250 000, 1,5, 2 % de la population? Alors, c'est de la poudre aux yeux pour aller chercher des votes populaires. Oui, on va taxer les riches, puis on va. Mais ça n'a rien donné de plus. Parce que les riches en question, ils ont des fiscalistes qui sont capables de reporter l'impôt légalement, mais ce n'est pas là que tu vas chercher l'argent, tu vas chercher dans la masse de la population, mais elle le savait très bien. Alors, c'est ça la politique, on ne dit pas nécessairement la vérité pure et simple. Excellent, merci. Les politiciens ne m'aimeront pas, là, mais je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire et c'est tout à fait logique. Exactement, exactement. À 12h33, le temps file, les amis. On y va que quelques petites annonces en rafale. Après, on revient avec M. Lépine. Donc, prochain événement, on vous invite à partager le lunch en inscrivant go par la suite dans le chat pour être éligible. Et on vous fait les tirages dans quelques instants. Donc, prochain événement qu'on veut vous partager, la soirée mensuelle à Québec qui a lieu ce mercredi. Enfin, on reçoit 3 experts. M. Lépine sera là pour parler de mise à jour du marché. On va avoir Gilles Laferrière qui va nous parler d'intelligence financière et Guy Demers qui va nous parler de la technique MAPA. Donc, 3 experts qui seront là mercredi à Québec. Ensuite, on a notre programme Élite à Montréal et en virtuel qui a déjà débuté le 9 septembre dernier, mais qu'on peut en fait joindre le groupe ce samedi. C'est possible de reprendre le cours qu'on a manqué, le cours 1 qu'on a manqué, on peut le reprendre lors du Boost Camp Go qui aura lieu à Laval le 5 et 6 octobre prochain. Donc, c'est l'équivalent en fait du premier cours. Donc, on fait le Boost Camp et on peut joindre le groupe sans problème ce samedi. Ensuite, on a notre soirée mensuelle à Montréal avec Magali Cuvillier, super inspirante. Magali, elle est une
intermédiaire maintenant en termes d'investisseur. Et elle a commencé il y a 4-5 ans avec nous et elle ne connaissait absolument rien de l'investissement. Et en 4-5 ans, elle a sorti de la rat race, donc elle est devenue indépendante financièrement avec les immeubles qu'elle a. Donc, elle va nous partager son parcours féminin, donc affamé de réussite, le parcours inspirant de Magali Cuvillier. La formation des flips le 9 octobre que je donnerai à Montréal. Donc, ceux qui veulent faire de l'argent rapidement en immobilier, oui, on peut acheter des immeubles, les refinancer puis encaisser de l'argent. Mais on peut aussi acheter des immeubles, les revendre et encaisser du profit qu'on a fait à l'achat et qu'on a aussi optimisé lors de travaux, par exemple. Et dernière petite annonce, la semaine des millionnaires qui aura lieu du 18 au 27 février au Maroc. Donc, il reste encore quelques places. Allez sur le site semaine-des-millionnaires.ca pour faire votre demande et on va y aller de façon chronologique pour les inscriptions. Donc, et voilà pour les petites annonces. Jean-Philippe, est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés avec une petite question à M. Lépine? Non, ça reste un bon partage. Tout le monde partage bien. J'ai pas de nouvelles questions concernant. Les questions sont claires. Ouais. Ben, tu sais, je vais y aller d'un côté peut-être positif au niveau des nouvelles règles SCHL. Quand il y avait une certaine limitation de comptant, ben, les gens qui commencent, bien que l'amortissement est vraiment terrible, puis il y a certains points qui sont extrêmement négatifs, mais on peut au moins acheter avec 5 de comptant. Fait que, je laisserais peut-être cette touche-là. Si vous êtes capable d'en mettre plus et de diminuer votre amortissement, tant mieux. Si jamais vous êtes limité dans votre comptant, vous pouvez mettre 5 ça peut vous permettre d'accéder à la propriété. Mais comme disait Jacques, attention à l'amortissement. Il n'y a rien qui vous empêche aussi, si jamais ça se qualifie, d'avoir 95 de financement, mais de diminuer l'amortissement aussi. Un ne va pas sans l'autre dans le programme APH. Il y a ça de bénéfique, mais attention, la CHL applique beaucoup la règle du 25 de valeur nette sur le montant emprunté. Mais ça inclut le bâtiment que vous achetez. Mais si vous empruntez pour $1 million à la CHL, incluant le bâtiment que vous achetez, vous devez avoir une valeur nette de 250 000. Jacques, vas-y, les lèvres semblaient te brûler. Non, ça va, je t'écoute. Il y avait une question pour Jacques sur les prêteurs privés. On en prend deux, après on va procéder au tirage. On la lit live. Jacques, est-ce que les prêteurs privés sont accessibles même s'il y a déjà quelques biens à son propre nom, résidence principale et autres? Ben oui, les prêteurs privés sont accessibles pour tout, peu importe ce que vous avez, en autant que le crédit est bon, l'historique est bon. Et on se fie beaucoup à la personnalité de l'individu. Tu vas avoir les meilleures garanties, mais si tu n'es pas une personne fiable, on ne te prêtera pas. Alors, le code moral de l'individu est extrêmement important parce qu'on prête à l'individu. Et on sait très bien que le droit au Québec, les juges sont assez lousses, sont assez flexibles sur bien des points. Donc, si l'individu est de mauvaise foi, on peut avoir du trouble. On en a un dossier en particulier, c'est en nommé de nom, beaucoup de trouble avec la personne parce qu'elle n'est pas de bonne foi. Elle étire les procédures, elle étire. Les juges accordent des rapports et des rapports à n'en plus finir. C'est supposé de prendre quelques mois après le préavis d'exercice, mais à Montréal, on est rendu à 2 ans pour se faire entendre. Et rendu à 2 ans, on peut étirer, ben non, je suis malade, mon avocat, ou je change d'avocat. Toutes les raisons sont possibles et imaginables. Et là, on va perdre une autre année. Donc, si la personne n'est pas de bonne foi au départ, elle peut lui créer beaucoup de troubles. Donc, c'est ça, on vérifie beaucoup la bonne foi de la personne et l'historique de la personne. Mm-hmm. OK. Une petite dernière, Nicolas Lapointe, qu'on salue. Maximum que vous prêtez, Jacques? Y a-t-il des maximums? Oui. Dans notre cas, ça va toujours en fonction de notre portefeuille. On gère 40 millions. Donc, le plus gros prêt qu'on a accordé, c'est 2,5 millions. Le minimum est de 100 000. OK. Mais c'est pas impossible. On peut faire du partenariat dans le prêt aussi. Si on a besoin de 10 millions, on peut se mettre 4 à 2,5 millions. Alors, il n'y a pas vraiment de limite. Si le projet est intéressant, on va trouver des fonds. Regardez notre slogan en arrière. Là, vous avez le projet, nous avons le financement. Ça veut dire qu'on travaille pour que vous réalisiez vos transactions le plus possible. Jean-Philippe, là-dessus, as-tu une question, un commentaire? Ben, je peux faire comme un blitz de questions ramassées. Là. Jonathan, est-ce qu'un prêt privé pour un chalet, le temps de 6 mois, un flip? Oui. Ce prêt privé, ça l'utilise beaucoup dans les flips. Yvan, tu peux confirmer. Évidemment, l'important, c'est d'avoir une stratégie de sortie, Jacques, quand on emprunte avec un privé. La stratégie de sortie, la garantie qu'on a, la stratégie de sortie,
Voilà. Notre but, nous, n'est pas de reprendre les immeubles, mais bien de récupérer nos fonds. Alors, la stratégie de sortie est de toute première importance. Avant même qu'on analyse le dossier en profondeur, on vous demande toujours de nous faire un résumé du projet et on regarde toujours c'est pour combien de temps. Parce qu'on sait très bien que si tu prends un prêteur privé à 15 plus 3 de votre dossier renouvelable, si ça dure plus qu'une année ou deux, tu vas terminer. Il y a juste nous autres qui vont faire du profit. Alors, la porte de sortie est extrêmement importante. Ce que j'aime, c'est quand quelqu'un m'arrive et le financement est déjà préapprouvé pour la valeur future de l'immeuble. Ça, je l'ai vu à quelques reprises avec la Laurentienne. Et, exemple, mettons des chiffres, l'immeuble, une fois rénové, vaut 2 millions et à l'acquisition, c'est 1 million. Donc, ils ont déboursé l'argent sur le 1 million et préapprouvé. Donc, l'hypothèque est enregistrée à sa pleine valeur mais déboursée partiellement. Lorsque le projet est terminé, que l'évaluation est sortie, il n'y a pas à retourner chez le notaire, donc simplement qu'à débourser l'argent parce que le prêt est déjà enregistré. Ça, on adore ça. Mais il suffit de demander à l'institution financière. L'institution financière va travailler, mais le monde ne peut même pas s'imaginer ce qu'on peut demander à une institution financière. N'oubliez jamais qu'une banque, l'institution financière est là pour faire du profit. Puis le seul moyen de faire du profit, c'est de faire des prêts. Donc, lorsqu'elles ont des bons dossiers entre les mains, elles vont assouplir leurs règles. Ils vont être ouvertes à faire de la créativité aussi. Il faut leur proposer souvent la créativité. Très bien dit, Jacques. Je me souviens que tu disais la banque est la page 1 où est-ce qu'il y a tous les critères, puis après ça, on tourne la page puis qu'on devient un bon prêteur. C'est le bon emprunteur, oui. Le bon emprunteur, oui. La page 1, tu as tous les critères, puis la 1A, sur l'autre bord, c'est prédit. Prédit, exactement. De toute façon, je vais y arriver de vous expliquer que la banque, lorsqu'on commence à être connu à une banque, sont beaucoup plus souples que lorsque vous arrivez comme débutant. Et c'est normal. Attendez-vous au début de faire une démonstration, mais après ça, la démonstration étant déjà faite, il y a un niveau de confiance installé et ça devient plus facile d'avoir du financement. Jacques, on contacte qui comme société si on veut du financement privé? Vous appelez au 514-360-8531 et vous contactez, la personne va être là, puis ils vont nous référer les appels. Il y a notre site internet, sociétédecréditimoquebec.com. Section Je veux un prêt, vous complétez en ligne, puis on vous contacte immédiatement. Hey, merci Jacques d'avoir été là, c'est un plaisir. Jean-Philippe, as-tu un petit quelque chose à nous dire avant qu'on quitte? Toujours intéressant, évidemment, avec Jacques. Toujours intéressant. Première formation immobilière à vie. 2011, je crois, ou 2012. Je ne sais plus exactement l'année. Deuxième, en fait, c'était Jacques et Yvan. Et ensuite, je suis suivi la formation de flip avec Yvan à l'époque. Pas un rond dans mes poches, avec mon crayon prêt. J'avais adoré, fait que j'adore participer avec vous deux. C'est tout un honneur. Puis tu dis, Jacques? Je pense que ta situation a changé depuis 2011. Un peu. Un peu, mais je me souviens. J'ai des souvenirs de prendre des notes et je me souviens de sortir de l'hôtel puis voir les immeubles puis me dire, il y a quelqu'un qui a ça. En fait, je me souviens de me dire ça. Il y a des propriétaires fonciers pour chaque. Il faut témoignage, Jean-Philippe, que c'est accessible à tout le monde. Okay? Il faut y croire. Il faut aller chercher des formations parce que tout va tellement vite aujourd'hui. Vous savez, je n'ai rien à vendre. Là. Je ne suis plus propriétaire du club. Mais j'y crois sincèrement que la formation est la clé. Parce que tout va tellement rapidement qu'il faut que tu arrives avec un minimum d'expertise. Jean-Philippe est une bonne démonstration de ça. Il est allé chercher de l'expertise. Aujourd'hui, je ne peux rien dévoiler, mais il réussit extrêmement bien. Il est l'un de nos meilleurs clients dans le financement privé. Puis il a appris à se débarrasser de nous autres le plus rapidement possible. C'est toujours un plaisir d'emprunter et un plaisir de rembourser. Oui. Ouais, tu l'as dit, Jacques, puis spécialement ces temps-ci, avec le roulement qui se fait, avec les règles qui changent, il faut rester actif, il faut rester formé. Parce que ça bouge beaucoup. Puis effectivement, accessible à tout le monde. J'avais des discussions pas plus tard qu'en fin de semaine avec des jeunes à 20 ans, 21, 22 ans. Ils ont faim, là, ils veulent. Là, je trouve ça beau à voir aller. Des gens qui n'ont pas nécessairement de fonds puis qui font quelque chose de Deux soirées mensuelles, le dernier mois, on était 600 personnes. On est 600 personnes qui veulent soit acheter, vendre ou apprendre dans le domaine de l'immobilier. Imaginez la force du réseautage que ça peut créer avec 600 personnes. Ça rend l'ambiance totalement différente. Ça rend les échanges totalement différents et la communication totalement différente.
Alors, revenez en très grand nombre. La prochaine, c'est le 7, hein, Yvan? Le 8 octobre prochain, le 8 octobre. Au Rise sur la rue Jarry, au coin de Langelier. Oui, on va recevoir Magali Cuvillier qui va nous faire son parcours, partager son parcours en fait. Donc, on la voit à l'écran, que j'ai parlé tantôt, là, affamée de réussite, vraiment affamée, Magali. Donc, super parcours inspirant. On a bien hâte de la voir, mais on va la voir aussi la semaine prochaine. Donc, c'est un rendez-vous le 30 septembre prochain. Donc, le 176e épisode des lunchs avec Magali. Donc, préposez vos questions. Et elle sera là pour y répondre, évidemment. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Et d'ici là, go, go, go à tous. Bonne semaine. À bientôt.